travaille, quand on est inventif, créatif, investisseur et qu'on ait des dividendes. La mienne est intégralement constituée de cette catégorie-là. Pas un centime de fonds politiques n'intègre ma fortune personnelle. J'ai dit ici sur votre antenne, vous pouvez ressortir la bande, que les fonds politiques sont des moyens d'intervention politique et sociale. Tous les ministres, tous les premiers ministres, depuis Abdou Diouf, depuis Senghor. Je vais vous raconter une chose. Quelqu'un m'a dit une fois à l'aéroport que Abdou Diouf a gagné la confiance de Senghor dans le cadre de la gestion des fonds politiques. Un jour, Senghor reçoit un marabout, il doit lui donner 3 500 000, il lui donne 2 500 000 ou 2 millions et il écrit une note à Abdou Diouf en lui disant « Je vous envoie tel marabout, donnez-lui le 1 500 000 qui vous reste. » Le 1 500 000 qui vous reste. Le gars arrive, Abdou Diouf tire le tiroir, prend le 1 500 000 et lui donne. Ça veut dire que Senghor tenait la comptabilité de ses fonds politiques, puisqu'il a su que Abdou Diouf était supposé avoir un solde de 1 500 000. Et sa confiance serait née un peu de ça. Et naturellement, vous savez qui m'a raconté ça? Un ami de Cheikh Tidiane Sy, l'ancien ministre de la Justice, le père de Thierno Ousmane, mon ex-collaborateur. On était en mission en Afrique et à l'aéroport de Ouagadougou, quelqu'un nous a raconté ça. Et j'ai gardé cette leçon, c'était dans les années 90. Donc je dis que les fonds politiques ne doivent pas intégrer le patrimoine personnel des gens. C'est tout. Même si la loi ne l'interdit pas par ailleurs. Mais les fonds politiques servent à servir la nation dans des questions de sécurité ou des questions d'équilibre social, etc. etc. Maintenant, les 7 milliards de fonds ben, écoutez, les 7 milliards, je ne suis même pas sûr que Macky Sall les ait vus. Je ne suis pas sûr qu'il les ait vus. Le sens de ma question, c'était ça. Ce n'est pas qu'il les a mal utilisés, etc. Et moi, je suis auditeur. Quand je déclare une chose, elle est documentée. Je ne pose pas une question comme ça en l'air. Oui, monsieur le Premier ministre, vous avez passé votre passage. Une question qui reste là. Sa fortune, votre fortune. Non, mais je voulais dire. Il a expliqué, mais il y a une question. Non, ma fortune, c'est salaire. J'ai été auditeur chez Pricewaterhouse dès que je suis sorti de là. Ma première entreprise, je l'ai créée quand j'étais en prépa à Sciences Po. Junior entreprise. Je vendais des machines à café au shawarma de Dakar à 250 000 pièces. Ensuite, j'ai été chez Price, j'ai gagné de l'argent. Ensuite, j'ai créé des entreprises. Vous savez, quand je suis allé à Princeton, le prof de biologie m'a dit « Idrissa, tu viens d'un continent qui a 3 problèmes. Famine, santé et vous n'avez pas de passé industriel. Tout centime que tu as, concentre-le sur les 2 sciences qui domineront le siècle prochain, la biologie, nanotechnologie et tout ça, et l'informatique et les télécoms. » Vous vous souvenez de l'histoire qu'il y a eu au sujet de Sonatel, de son nom de hein? Voilà. J'étais en négociation avancée avec la Sonatel pour qu'elle me paye beaucoup d'argent. Ça a coûté combien? Presque 500 millions, ça devait coûter dans les négociations. Mais, ils ont payé? Non, pas un centime. Je suis devenu entre-temps ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Et vous ne pouvez plus encaisser? Exactement. Mais vous semblez avoir identifié non, le attendez, qui a reçu attendez, les fonds taïwanais. Attendez. Donc, quand je suis devenu ministre d'État, je ne pouvais plus encaisser cet argent-là, ce qui était dommage. Puisque ça aurait créé un conflit d'intérêts. On aurait dit que j'ai forcé, puisque je suis au pouvoir de la Sonatel, à me verser cet argent-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur à l'époque, Toubab, là, qui négociait le contrat avec moi, je lui ai dit, maintenant je suis ministre d'État, je ne peux rien encaisser, mais j'ai des étudiants et des femmes que je soutiens. Donc, que votre fondation les aide un peu. Je pense qu'ils leur ont donné un chèque de 7 500 000 ou 15 millions, je ne me souviens plus, mais c'est à eux directement qu'ils ont donné ça. Donc, je n'ai pas touché un centime de la Sonatel à cause de ça. Mais, vous vous souvenez, c'est moi,
qui ait vendu tout le riz que les États-Unis d'Amérique donnaient au Sénégal, le PL 480. Et ce contrat-là, je l'ai gagné sur appel d'offres. Et à l'époque, Habib Thiam avait bloqué le contrat pendant 6 mois, avait fait traîner ça. On a dû aller voir Abdou Diouf. Et les Américains ont dit, il a gagné sur appel d'offres. Si vous ne lui donnez pas le contrat, vous n'aurez pas un grain de riz. Il y a la question de Babacar, vous pardonnez après les larmes. On a vu les larmes de Mbaye et tout à l'heure c'était... Oui. Non, c'est pas la même chose. Moi, je pardonne, bien évidemment. Bien évidemment que je pardonne tout ça. Pour une raison simple, c'est que Youssouf avait pardonné, Mohamed avait pardonné, Mandela avait pardonné, Wade avait pardonné. Donc je pardonne et de gaieté de cœur. Mes larmes, ce n'est pas lié à la souffrance. Hein. Mes larmes, c'est lié à l'incompréhension que Alassane évoquait. Que les Sénégalais aient pu imaginer que, aspirant à être musulmans, que j'ai pu leur manquer de respect ou ne pas les considérer ou être distant vis-à-vis d'eux et de leur souffrance. Alors que c'était ma propre souffrance qui m'enveloppait, alors que c'est à cause de toutes ces formes d'agression que j'étais avec des tas de gardes du corps, mais maintenant vous voyez, aujourd'hui je suis venu avec combien? Oui, c'est léger. Léger, largement. Vous avez pardonné. Tout ce matin, vous dites tout ce matin, même ce fameux compte qui a reçu en premier lieu, c'est fonds taïwanais. Non, j'ai dit, quand je pose une question, j'ai les documents. C'est ça que je vous dis. Je ne vous dis pas, il y a tel compte, il n'y a pas tel... J'avais posé la question et c'est documenté. Vous attendez que le procureur vous appelle pour apporter... Non, je dis, si le procureur m'appelle, devant le juge, il n'y a plus de réserve. Hein. Très bien. Il n'y a plus de secret. Vous savez, quand j'étais devant le juge, j'ai dit ce qu'il y avait. Rapidement, monsieur le Premier ministre, vous dites que vous avez pardonné. Vous étiez quand même en compagnonnage pendant plus de 30 ans avec Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le président Abdoulaye Wade? Est-ce que vous parlez, vous avez des contacts? Non. Les rapports sont totalement inexistants. Je pense l'avoir dit, Tcherno, c'était où? C'était dans... En tout cas, je l'ai dit, hein. Tu ne m'as pas mis où je l'ai dit. Et c'est la première page. C'est la première page. Je l'avais dit. Vous ne vous parlez plus? Non, on ne se parle plus. Il n'y a plus aucun contact, voilà, ni direct ni indirect. Avez-vous le sentiment d'avoir été trahi dans votre affection pour le chef de l'État? Le 10 janvier 2012, à Jeune Afrique, j'ai dit ceci. Non, j'éprouve de la pitié pour lui. Il avait le potentiel pour être un dirigeant africain exceptionnel. Il a été très bien élu. Il n'y a presque pas eu de trouble à l'ordre public pendant son premier mandat. Aucune manifestation populaire. Une adhésion populaire exceptionnelle. Il avait de très bonnes idées. Mais tout cela s'est évaporé. Son leadership a été fissuré par ce projet insensé de dévolution monarchique d'un pouvoir pourtant conquis de haute lutte par la voie démocratique. Voilà ce que j'ai écrit le 10 janvier 2012. Ça n'a pas changé. Je n'ai plus aucun contact avec lui, mais j'ai une affection infinie jusqu'à la tombe pour lui. Ce que, vous savez, Abraham, il a dit à son père ceci. Il lui a dit, c'est dans le Coran, hein, et je vous donne la traduction. Dieu dit, certes, vous avez un bel exemple en Abraham et ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées. Exception faite de la parole d'Abraham à son père. J'implorerai certes le pardon en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Voilà ce que je dis à Wad. Sophie, rapidement. Voilà, moi, ma question c'était par rapport à l'attaque des biens malais. D'autres disent que la procédure n'y est pas parce que la justice n'a pas besoin de bruit. Il y a eu la conférence de presse spéciale à Lyon pour citer les noms des deux coupables. Aujourd'hui, en tant qu'ancien membre du gouvernement, comment vous voyez tout cela? Est-ce que la procédure est... Non, ce que je peux vous dire, c'est que moi, président de la République, ça ne se serait pas passé.
Je vous ai dit, avant d'accuser les gens, il faut tenir le dossier et les preuves. On ne peut pas en faire un objet de campagne. Vous savez, la femme de Bill Clinton a écrit un livre sur leur vie avec son mari. Et elle a dénoncé l'enquête comme arme de destruction politique. L'enquête, puisque l'enquête est une prérogative de l'exécutif. Et dès qu'on vous met en enquête, que vous ayez fait ou pas, les gens se posent des questions. C'est pour ça qu'on a créé la présomption d'innocence. Personne n'a le droit de vous dire coupable, voleur, machin, alors que le juge ne s'est pas assis devant son tribunal avec ses assesseurs et que tes avocats plaident et que le public assiste et qu'ils disent sur la base de 1, 2, 3, 4, 5, nous vous déclarons coupable. Avant ça, personne n'a le droit de vous accuser. Personne n'a le droit de le rendre public. Donc, c'est un manquement grave et je l'ai dénoncé. J'ai dit que le président de la République a la responsabilité de la protection de l'honorabilité de ses citoyens. Il n'a pas le droit de laisser ça souiller